et un nouvel ordre social et économique en phase avec le XXIe siècle. La réponse se trouve dans notre engagement et notre action. Les combats de l'élite s'entremêlent, le court terme nous interpelle pour rester vigilants et actifs afin d'asseoir la démocratie, répondre aux aspirations du peuple alors que ce dernier se sent abandonné par l'État et l'élite, qu'elle soit politique ou civile. Il est impératif pour vous de vous investir sur le terrain, en saisissant les enjeux sociétaux qui sont en marche. Comment transmettre la culture pour barrer la route à l'ignorance et à la dictature d'une idéologie? Comment soutenir l'effort national pour pérenniser la croissance économique et mieux répartir la richesse? Quel est l'apport de chacun de vous au quotidien pour une meilleure Tunisie à léguer à nos enfants? En tant que membre de cette élite, et indépendamment de mon poste actuel, je me pose ces questions tout en agissant. Le doute peut être présent. Il apporte souvent des remises en cause utiles, mais il ne faut surtout pas qu'il soit maître de notre état d'esprit au quotidien et nous paralyser. Pour les entrepreneurs parmi vous, comme ce fut le cas pour moi, je pose la question, qui n'a pas eu de doute quant à la pertinence de son projet, alors qu'au départ, il ou elle pensait révolutionner le monde? Transcender le doute, la peur et le flou pour se situer dans l'avenir tout en agissant dans le présent. Tel est le défi de tout acteur engagé dans la construction de la Tunisie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je tiens à saluer encore une fois l'action de la TUJ, à soutenir cette association dans ses projets au travers desquels elle crée des espaces de réflexion, de débat et d'action, tout en appelant à intensifier les efforts de coordination et d'ouverture vers d'autres associations et initiatives. Béchir Turki, donc son président, s'est engagé aussi à être partie prenante dans l'organisation de la semaine économique tunisienne à Paris, qui regroupera un certain nombre d'événements économiques entre le 17 et le 23 juin. L'événement clé de la semaine sera la session organisée au Conseil économique et social français, avec la participation des différentes institutions politiques et civiles tunisiennes et françaises, et qui traitera de la pertinence de l'instauration d'un Conseil économique et social en Tunisie, pour accompagner les débats de société nécessaires pendant cette phase de construction. Notre responsabilité à l'ambassade reste toujours celle de représenter l'État, de créer des opportunités de coopération tuniso-française, de valoriser la présence de notre diaspora, mais notre action ne peut se faire qu'avec l'implication et la proximité avec les associations et la société civile que nous nous engageons à soutenir pour créer une dynamique globale. Nous comptons sur vous et la Tunisie a besoin de vous. Merci. Donc, merci beaucoup, Excellence. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Wissam Rourbel pour qu'il présente le thème. Donc, Wissam Rourbel, en fait, il est manager directeur chez Nemo Consulting, accessoirement ancien président de la TUJ. Ancien président de la TUJ. Donc la parole est à toi, Wissam, et à tes invités. J'appelle tous mes invités à me rejoindre ici. Donc merci beaucoup pour votre présence, votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers ministres ou anciens ministres, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, bonne fête des mères d'abord. Donc merci beaucoup d'être venus à ce forum de la TUJ. On va essayer de prendre les prochaines 90 minutes pour entrer un peu dans le sujet des entreprises publiques et aux défis auxquels elles font face aujourd'hui en Tunisie, et surtout peut-être le rôle qu'elles pourraient jouer à l'avenir pour aider à la transformation de la Tunisie. Donc avec nous aujourd'hui sont présents éminents, en tout cas experts sur le sujet. À ma droite, nous accueillons M. Dominique Bocquet, qui est ancien membre du cabinet de M. Hubert Védrine et contrôleur général économique et financier au ministère des Finances. Il est également en charge du dossier de colocalisation. À sa droite, nous avons M. Abdelnasser Ben Ahmed, qui est contrôleur général des services publics et président de la commission d'audit des comptes des établissements
et entreprises publiques. À ma gauche, donc, si Rida Ben Mosbeh, en Tunisie, oui. Donc, monsieur en France et si Ben Hamid en Tunisie. Donc, à ma gauche, si Rida Ben Mosbeh, donc, ancien PDG de la STEG, ancien PDG du groupe chimique de l'Abdet, ancien ministre également, et avec plus de 30 ans, je crois, dans le secteur public, un ingénieur des mines. Et à sa gauche, nous accueillons également Karim Tadjeddine, qui est directeur associé au bureau de Paris de McKinsey et compagnie, et en charge du développement du secteur public sur la France, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Et avant de rejoindre McKinsey, monsieur Tadjeddine était sur le terrain, donc travaillait au niveau du ministère des Finances et travaillait énormément sur les entreprises publiques. Donc merci à vous d'avoir accepté l'invitation de la TUJ. Le sujet des entreprises publiques, hein, une courte introduction rapide. Avant tout, je pense que il faut qu'on sache qu'est-ce que ça représente, les entreprises publiques. Les entreprises publiques, c'est pas uniquement Tunisie Télécom, la STEC, c'est également toutes les agences de l'État, par exemple le CEPEX, l'API, la FIPA, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est également tous les hôpitaux. Ce sont des entreprises publiques. Il y a plein de secteurs en fait qui sont des secteurs monopolistiques de l'État. Il y a plein de secteurs qui sont des secteurs concurrentiels. Depuis récemment, il y a une autre partie qui s'est ajoutée à ces entreprises publiques, c'est toutes les entreprises qui ont été confisquées à la fameuse liste des 114. Certaines estimations disent aujourd'hui que cette liste des entreprises confisquées représente 10 à 15% de l'économie nationale. Les entreprises publiques, globalement, certaines estimations les créditent de 50 à 60% de l'économie nationale. C'est 60% des investissements après la Révolution, chaque année. C'est à peu près aujourd'hui 200 000 emplois, d'après ce que j'ai compris, alors qu'en 2010, c'était à peu près 140 000. Donc c'est vraiment une grosse partie de l'économie nationale, une bonne partie de l'investissement en Tunisie. Ces entreprises ont permis de lancer l'économie nationale après l'indépendance. Elles ont permis d'amortir le choc social de la Révolution en absorbant énormément de chômeurs. Je donne un titre d'exemple, hein, la CPG elle est passée de 9 000 salariés à 25 000 salariés en l'espace de quelques années. Donc ces entreprises aujourd'hui ont permis d'apporter un grand service à la Tunisie, mais néanmoins elles souffrent aujourd'hui de beaucoup de choses. Il y a 4 problèmes principaux identifiés et on va essayer d'en débattre avec vous. Il y a le déficit chronique, ça se chiffre à plusieurs centaines de millions de dinars. Juste la STEC, je crois, totalise quelques centaines de millions, la Tunisair également, mais d'autres exemples sont présents. Il y a des problèmes sociaux et de ressources humaines. Donc aujourd'hui, il y a une transition de management, il y a un renouvellement des équipes, il y a un renouvellement de l'état d'esprit dans ces entreprises qui doit être fait. Il y a des problèmes de cadre juridique, donc le cadre légal qui régit ces entreprises, notamment le cadre de marché public, mais également, enfin, des problèmes de gouvernance, donc le lien entre les entreprises et l'État, le lien de ces entreprises avec les filiales. Donc ce sont 4 thématiques qu'on va essayer de détailler ensemble avec plusieurs perspectives avec nos intervenants. Mais avant de passer à cela, nous avons une petite présentation qui va être déroulée par Si Ramzan en quelques minutes, Ramzan, hein, pour vous donner quelques chiffres qui détaillent ce que je viens de dire. Okay, merci Wissem. Je voudrais juste en fait rendre hommage au Club Pro qui a organisé en fait le programme pour cette année. Donc vous avez dans la plaquette en fait tous les clubs pro en fait d'Atuj France, donc les contacts ici, soit moi-même, soit en fait Tarek Arkhik. Donc merci à eux d'avoir fait tout ce programme-là. Donc fini la minute pub. Donc je passe en fait. Donc tout d'abord en fait, je voudrais juste dire que on a eu beaucoup de mal à rassembler les chiffres.
les entreprises, sur les entreprises publiques, et on a beaucoup de mal à trouver les chiffres, en fait, concernant les chiffres d'affaires ou les bénéfices, les pertes, tout ça. Alors, juste pour l'importance du secteur public, je pense que vous êtes convaincus, c'est ce que Wissem avait dit. Donc, vous avez en termes de dépenses à peu près un tiers du PIB, en termes de recettes, un peu moins. Sur la rémunération des salariés par rapport aux dépenses, c'est à peu près un tiers, ce qui fait que rémunération des salariés, ça fait à peu près 1/9 à peu près du PIB. Mais je pense que vous êtes convaincus que le sujet est très important. Alors maintenant, on va passer à quelques exemples d'entreprises publiques. Donc le cas de la Tunisair, rien à voir avec notre parrain. Donc la Tunisair emploie 8200 salariés pour 34 avions, 56 destinations. Alors si on compare par rapport au cas du Maroc, donc à peu près la moitié des salariés, plus d'avions et plus de destinations. Maintenant, en termes de résultats en 2012, donc on a 146 millions de dinars de pertes, 73 millions d'euros. Après, environ 13% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le cas de Tunisair, donc c'est un cas qui n'est pas en bon état. Le cas de la CPG, donc Wissem en a parlé tout à l'heure. Donc en termes de masse salariale, on est passé en 2011 de 9 000 à 25 000 en 2013. Et, en nombre d'employés. En nombre d'employés. Maintenant, en fait, en termes de production, on a moins 70% sur la production entre 2010 et 2012. Il y a en fait un manque à gagner d'à peu près 2 milliards de dinars, à peu près. 1 milliard d'euros, à peu près. Donc pour les raisons que je pense que vous connaissez tous, les raisons sociales que vous connaissez tous. Maintenant, il y a un autre cas, c'est le cas de Fouled. Donc il y a une perte de 35 millions d'euros en 2012, c'est-à-dire 70 millions de dinars. Et dans la loi de finances 2013, il y a une ligne qui indique que l'État prend en charge 30 millions d'euros, c'est-à-dire 60 millions de dinars, que le Fouled a envers les 3 banques nationales, BH, BNA, STB. Je ne sais pas si le sujet des banques sera... L'endettement des banques, en fait, sera évoqué après ou pas. Alors, il y a un autre sujet qui est assez souvent évoqué, c'est la rémunération des salariés, des PDG. Des PDG, en fait, dans les entreprises publiques. Il y a toujours une question, en fait, dans les années 70-80, les entreprises publiques attiraient beaucoup de jeunes diplômés. Maintenant, il y a de moins en moins d'attirance. Donc, la question s'explique un peu par les salaires. Donc, quand on voit le salaire, c'est classé déjà par type d'entreprise. Donc exceptionnel jusqu'à C. Le salaire plafond, c'est 4000 à peu près dinars. Le salaire date de 2010, mais je ne pense pas qu'il a évolué beaucoup. 4000 dinars, donc ça fait 2000 euros. Donc vous comprenez très bien que pour attirer des compétences, surtout qui sont à l'étranger, c'est pas si évident que ça. Maintenant, si on compare par rapport au cas du Maroc, alors, pour le cas du Maroc, en fait, si on prend le cas de l'Office chérifien des phosphates, l'équivalent de la CPG, donc il y a 30 000 euros de rémunération mensuelle. Donc ça date de 2010 aussi, mais vous comprenez qu'il y a un écart de à peu près 15 fois. Donc le Maghreb, c'est 25 000, caisse de dépôt et de gestion 13 000. Donc c'est là on comprend pourquoi le Maroc, par exemple, les entreprises marocaines attirent beaucoup la diaspora marocaine, en fait, contrairement au cas de la Tunisie. Donc, Wissem, sans doute, vous allez évoquer ce sujet-là après. Il y a un autre sujet qui est en fait assez souvent passionné et passionnel, c'est le sujet de privatisation. Donc, généralement, ça pose des débats assez idéologiques. Donc, à ma droite, on se débarrasse des entreprises publiques, et à ma gauche, on garde tout. Voilà. Juste là, on a essayé de faire l'historique en France. Pour voir, ce n'est pas une affaire de droite ou de gauche, mais il y a beaucoup plus une raison économique. Il y a eu un changement qui s'est opéré, en fait, à partir de 97. Mais vous regardez là, en fait, les privatisations. Donc, je vais faire très brièvement avec le 87, c'était en fait Balladur, je crois, à l'économie. Il y avait en fait à Matignon Chirac et donc à l'Élysée. Donc c'était un gouvernement de droite, c'est ça. Après, il y a eu une alternance, Rocard, donc 88-91. Donc il y a eu Renault, l'ouverture du capital. Après 93, on passe à droite, donc il y a Total.
Après, en fait, on reste à droite dans 96 AGF. Donc, il y a en fait soit une ouverture du capital partiel au global. 87 à 2004, donc c'est un 97-2002, un gouvernement de gauche, Lionel Jospin. Donc, en fait, il y a eu quelques vagues de privatisation et d'ouverture de capital, par exemple France Télécom, Air France. Après 2005, donc on a GDF, et en avril-mai 2013, le gouvernement envisage la baisse des taux de participation de l'État dans certaines entreprises publiques. Donc le sujet, en fait, ce qu'on veut dire ça, c'est que ce n'est pas une question de droite ou de gauche, mais c'est beaucoup plus une question qui doit être posée sur le plan économique ou stratégique du rôle de l'État. Sur la loi de finances 2013, il y a une ligne en fait qui indique que les revenus prévisionnels des privatisations, c'est de 150 millions d'euros, à peu près 300 millions d'euros, concernant les entreprises confisquées. Wissem a parlé tout à l'heure, et depuis janvier 2013, justement, il y a un cas d'entreprise qui s'est rajouté. Ce ne sont pas tellement des entreprises publiques, mais des entreprises confisquées. Voilà. Donc on a presque fini. Donc là, on attend en fait vos commentaires et vos questions sur Forum Atuche, donc hashtag Forum Atuche. On vous demande aussi de nous follower sur @atuche.fr. Donc après, on sélectionnera des questions qui arriveront sur le hashtag et sur notre compte. Donc voilà, on vous demande en fait de follower @atuche.fr et Forum Atuche. Et après, je laisse la parole à Wissem. Merci beaucoup, Ramadan, pour cette présentation. Donc, on prendra vos questions sur Twitter, mais on prendra également quelques questions dans la salle tout à l'heure. Karim, le constat est clair. Pour les entreprises publiques en Tunisie, nous avons des problèmes de déficit, nous avons des problèmes de ressources humaines, nous avons des problèmes de gouvernance et nous avons un problème de cadre général. Mais au-delà des problèmes, sur votre expérience en fait observée dans les pays qui ont entamé des transformations, parce qu'on souhaite également avoir la perspective de l'avenir, quelles sont les choses qui peuvent être faites et par où on commence? Tout à l'heure, notre président Amin Alou nous disait par où il faut commencer. Selon votre expérience, comment on doit faire? Merci Wissem. Peut-être avant de répondre directement à la question, peut-être 3 petites remarques liminaires. Déjà, je voudrais remercier Latuje pour son invitation. Donc, merci beaucoup. Puis, je voudrais aussi féliciter Latuje, parce que je trouve que parcourir les stands et le salon aujourd'hui donnait une impression à la fois de grand professionnalisme, de très grand engagement et puis de très forte énergie. Donc félicitations à vous. Puis enfin, moi je garderai en tête les mots de prudence de Monsieur l'ambassadeur quant aux remarques qu'on pourrait, ou les préconisations qu'on pourrait faire un peu à l'emporte-pièce sur la Tunisie sans connaître en détail à la fois sa réalité économique et sociale. Donc ça peut vous faire part de l'expérience que j'ai pu avoir à travers le monde. Voilà. Peut-être pour répondre à ta question, peut-être 2-3 remarques, c'est que en fait quand on regarde à travers le monde, en fait la capitalisation des entreprises depuis une dizaine d'années croît de 4% par an, et en fait la part des capitaux publics appartenant à l'État croît de 7%. Assez paradoxalement, en fait, le rôle d'État actionnaire est un peu un métier d'avenir, c'est-à-dire que l'État a au niveau global de plus en plus de participation dans les entreprises du secteur privé. Et c'est vrai qu'ensuite, quand on voit quelle est la part des entreprises, notamment des grandes entreprises qui sont détenues par l'État, on voit des grandes variations un peu entre les modèles politiques et sociaux. Mais avec des différents niveaux de compétitivité. Par exemple, au pays nordique, il y a 50% des grandes entreprises dans lesquelles l'État a plus de 25%. Donc presque la moitié en fait, des grandes entreprises dans lesquelles l'État a encore un peu de participation qui est très, très significative. En France, on est redescendu de 20 à 10% par rapport à vos chiffres d'un tiers. Et globalement, dans les pays développés, on est entre 10 et 30%. C'est vrai que du coup, la Tunisie paraît un peu en haut en tant que part des entreprises publiques par rapport aux grandes entreprises, mais on trouve des modèles d'économie compétitive avec des taux de participation des entreprises publiques assez significatifs. Donc je serai aussi prudent par rapport au jugement de est-ce que l'État a trop ou pas de participation dans les entreprises publiques. Alors, ensuite, je pense que la problématique, alors, moi comme tu le disais Wissem, j'ai l'opportunité de travailler dans pas mal de pays en Europe, Afrique du Nord, en Tunisie, j'ai travaillé notamment sur toutes les problématiques d'attraction des investissements étrangers, au Maroc, et je reviendrai sur le cas du Maroc parce que je pense que la comparaison entre les deux pays est intéressante, au Moyen-Orient et en Afrique. Et partout, on a ces questions autour de la gouvernance des entreprises publiques parce qu'en fait, c'est un peu la zone de friction entre deux logiques. Et c'est vrai que si on prend le point de vue des entreprises, il y a un certain nombre de chocs qui se passent aujourd'hui. Il y a déjà un choc de globalisation, qui est que la plupart des entreprises, si elles veulent croître et se développer, doivent sortir du territoire national. Il y a aussi un choc de progrès technique. C'est qu'aujourd'hui,
quasiment dans certains secteurs, tout est remis en jeu tous les 2, 3, 5 ans. Il y a aussi un choc de productivité avec un besoin de compétitivité coût et de qualité qui s'est accru par 7 en moins de 10-15 ans. Et la question, c'est ces 3 chocs qui frappent les entreprises privées. En parallèle, on a d'autres chocs qui frappent l'État, qui sont la pression sur les finances publiques et bien sûr les chocs politiques et sociaux. Et du coup, la question, c'est que là, on est au nœud de contradiction dans cette fonction d'État actionnaire entre cette multiplicité de chocs, avec parfois des risques de déconnexion. Typiquement, le rythme de décision de l'État, c'est au mieux annuel avec des conseils d'administration. Comment concilier ça avec un besoin de rotation et de vitesse beaucoup plus important? Et donc, la problématique que tu poses sur la gouvernance, elle se pose partout. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un peu une séquence qu'ont suivi la plupart des pays par rapport au rôle de l'État actionnaire. Qu'est-ce que l'État actionnaire? Moi, j'ai eu la chance en 2004 d'être chargé par le ministre de l'économie en France, Francis Maire, de participer à la création de l'Agence des participations de l'État. Donc je m'étais occupé de la création de l'Agence de participation de l'État. Ensuite, je m'étais occupé du pilotage de l'ouverture du capital d'EDF, qui n'était pas mentionné, qui était en 2006, qui était aussi un choc symbolique en France. Et classiquement, on voit 4 phases dans ce métier de fonction d'État actionnaire. Le premier, c'est en fait déjà regrouper toutes les participations, créer de la transparence. Moi, j'ai eu plusieurs discussions en Tunisie. Déjà, j'ai jamais le même chiffre sur le périmètre des entreprises publiques. Ça va de 100 à 300, 400. Quel est le montant cumulé? 1600 peut-être. Donc déjà créer cette fonction qui était le rôle originel de l'Agence de participation de l'État, c'est juste quelqu'un est en charge de s'occuper du sujet. Maintenant, l'incarner. Et donc c'est mettre en place un certain nombre de processus de base qui sont la comptabilité, le suivi budgétaire, le suivi des finances publiques. Ça c'est le premier niveau. Ensuite, donc ce que tu dis, c'est arriver à créer une structure de transformation au sein de l'État qui va avoir comme mission de coordonner ces activités-là et de contrôler et de faire le suivi des projets de transformation, c'est ça? Alors du coup, il y a plusieurs choses. Il y a déjà faire la transparence, c'est-à-dire consolider. Ensuite, contrôler, mais en sachant que contrôler, c'est pas forcément stratégique, c'est au moins vérifier qu'un certain nombre de processus de base de comptabilité budgétaire. Au Maroc, il y a la DEPP, qui a été constituée comme ça, la direction des entreprises publiques, il y a maintenant 5-6 ans. Ça commence, on voit la plupart des cas, alors, il y a différents modèles, ça peut être soit des services du ministère des Finances, soit des agences dédiées, mais c'est le premier état. La deuxième étape, ensuite, il y a un certain nombre de pays qui ensuite ont donné une fonction plus stratégique à cette structure de consolidation, qui est en fait de stimuler le dialogue stratégique avec les entreprises. C'est quoi les priorités? C'est quoi la fonction objective qu'on lui donne? Et typiquement, on donnait l'exemple tout à l'heure de l'OCP. Ce qui est intéressant avec l'OCP, c'est qu'en fait... L'Office chérifien des phosphates. L'Office chérifien des phosphates. C'est qu'il y a maintenant une dizaine d'années, en fait, le gouvernement a fait le choix clair de dire, vous, OCP, votre priorité, c'est de devenir un acteur mondial, et du coup, de développer le commerce extérieur. Et du coup, il y a eu pas mal d'implications, notamment socialement. C'est-à-dire que le principe jusqu'à présent, c'est qu'en gros, l'OCP faisait vivre tous les autres services publics, notamment la voie ferrée. Vous savez, parce qu'il y avait une ligne de train. Elle dit non, construisez une ligne de pipeline pour être plus compétitif. Quitte à assumer des choix un peu difficiles socialement, mais le choix qui a été assigné à l'OCP, c'est d'être le rapporteur de devises. Et moi, notamment, c'est une question que je pense qu'on doit se poser par rapport au périmètre des entreprises publiques tunisiennes, c'est qu'il y a différentes logiques à l'œuvre. Il y a une question de comment on construit des champions nationaux, ce qui sera fondamental pour la Tunisie de pouvoir s'adosser à quelques structures légales qui sont capables d'exporter. Il y a certaines structures publiques qui ont plus un rôle social, qui sont en fait presque des bras armés de puissance publique, donc il faut les piloter comme ça. Et puis il y a tout le secteur financier, dont là l'enjeu de restructuration, de le repositionner sur le financement de la croissance. Donc cette logique, moi, par rapport aux priorités, premièrement, transparence, et deuxième sujet, segmentation intelligente des entreprises, et puis s'affronter un peu aux défis de ces différentes catégories d'entreprises. Merci beaucoup Karim. Sylida, vous qui étiez aux manettes d'entreprises publiques, est-ce que les problématiques ou peut-être les pistes de solutions dont parlait Karim vous parlent? Je sais que vous avez énormément de vécu. Moi, la question que je vous posais hier et que je vous repose encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a du bon dans ce qui existe dans ces entreprises? Certainement, je voudrais d'abord remercier Latuje pour cette invitation, saluer son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, souhaiter la bienvenue à tout le monde et puis vous dire tout le plaisir que j'ai d'être de nouveau à ce forum. J'y suis passé en 2009, je crois. Non, 2009. 2007, tu es sûr? 2007, ça passe tellement vite. Donc, je suis d'accord avec Karim quand il pose le problème en termes de logique.
quelle est la logique de l'État fonctionnaire. Moi, j'ai réfléchi sur mon parcours. Je te l'ai dit au téléphone, reconstituer mon parcours dans les années... J'ai commencé à travailler à la Banque de développement économique de Tunisie, qui était une entreprise publique porteuse de la mission de développement de l'État tunisien, dans le secteur privé à l'époque. Mais à travers ma carrière, j'ai fait une bonne partie de ma carrière à la Compagnie des Phosphates en tant que cadre. J'ai commencé une carrière opérationnelle, donc 5 années après la banque. Et j'ai constaté que j'y suis allé d'ailleurs en pleine période de restructuration. Et à l'époque, l'État nous avait mandaté pour nous désengager. On avait mandaté la Banque mondiale pour désengager la Compagnie des Phosphates de son environnement. Et avec du recul, j'ai trouvé que, en fait, on avait délégitimé la Compagnie des Phosphates de Gafsa, et d'où, avec le recul, les problèmes qu'a connu le bassin minier à partir de 2008. Enfin, je crois que c'est de 2008. Hein. 2008, donc ça ne peut pas être 2007. Parce que j'ai eu la présidence du groupe en 2008 et je suis venu ici, je me souviens, c'était juste au mois de juin, de mai 2009. Donc 2008, les gens ont réagi sèchement parce que la compagnie était perçue comme une entreprise. Elle avait déjà le label entreprise coloniale, parce qu'elle avait été fondée par les Français au XIXe siècle. Mais là, c'était devenu une entreprise prédatrice qui polluait et qui n'avait plus aucune légitimité vis-à-vis de son environnement de proximité. Je me souviens que les professeurs et les maîtres de l'enseignement secondaire et les maîtres d'école nous disaient « on s'en fout, on n'a rien à faire de votre poussière, de vos rejets dans les oueds ». Les paysans se plaignaient. Et donc, quand on connaissait les prestations qu'accomplissait la Compagnie des Phosphates pour la population du temps de la France et avant 1984, parce qu'elle prenait en charge pratiquement tout. Je me souviens que même le transport était assuré, les transports par chemin de fer, parce qu'elle était propriétaire du chemin de fer qui allait à Sfax. Elle possédait des maisons de repos à Tunis et à Sfax pour que les gens aillent se soigner. Donc elle prenait en charge l'ensemble de la population minière dans le bassin. Et cette volonté, cette logique de restructuration, de se repositionner sur sa mission, a fait que, je pense, on avait délégitimé la compagnie, d'où la révolte de 2008, qui s'est prolongée plus tard par la Révolution. Et là, c'est ahurissant d'apprendre que la CPG, de 9 000 passe à 25 000, c'est ingérable, ça me donne des inquiétudes et des sueurs froides, parce que c'est pas possible que cette entreprise puisse avoir 25 000 employés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, à mon avis, la question de la logique, il appartient à l'État actionnaire de préciser qu'est-ce qu'il veut faire des entreprises publiques. Moi, je trouve que ce sont des entreprises qui ont porté la mission de développement, les entreprises publiques. Elles ont porté la mission de développement, elles ont assuré les services publics, du moins celles qui sont dans le secteur des prestations d'utilité publique, l'eau, l'électricité, le gaz, la poste, etc., les télécoms, etc. Donc, elles ont démocratisé, puisque la Tunisie est un pays quand même qui a réussi. Nous avons un taux d'électrification de 99,5%. Nous avons un taux d'accès à l'eau potable qui n'est pas mal. Au niveau de l'assainissement, je crois qu'on est autour de 79%. Donc, il y a des réalisations concrètes. Ces entreprises, comme tu l'as si bien dit, Wissem, elles ont amorti le choc à la Révolution. Elles ont été la variable d'ajustement. Et d'où de ce constat que naissent mes inquiétudes. Parce que, quelle était la situation au sein des entreprises publiques à la veille de la Révolution? C'était des entreprises qui étaient fortement contrôlées. Si Ibn Hamid le précisera, un attirail de textes et de réglementations tatillonnes avait été mis en place par les réformes de 85-86 qui enserraient la gestion. On ne pouvait rien faire sans demander l'avis du contrôleur d'État, de la tutelle et des différentes tutelles qui contrôlaient les entreprises publiques. On ne pouvait pas recruter, on ne pouvait pas embaucher, on ne pouvait pas promouvoir, on ne pouvait pas lancer une refonte organisationnelle, un système d'information. Sachez que
un organigramme devait être signé par le président, un décret présidentiel. Et donc, pour des entreprises qui vivaient dans le secteur concurrentiel, tel que le groupe chimique et la compagnie des phosphates, c'était difficile. Et même l'Astec, quand je suis arrivé, il y avait un état de frustrose au niveau des cadres, parce qu'il y avait des situations bloquées pendant 15-20 ans. Vous ne pouvez pas vous imaginer à revenir vers la présidence de la République tous les 2-3 ans pour dire j'ai envie de restructurer mon organigramme, alors que la réalité l'impose. Donc, à mon avis, Pourquoi cette série de lois a été faite? Pourquoi ces entreprises ont été, entre guillemets, mises sous tutelle? Parce que ce que je comprends, c'est que on vous a envoyé pour mener une mission, donc l'État a ordonné une mission dans une boîte. il faut faire un rappel historique. De 85-86, il y a quand même des lois qui mettent quasiment ces entreprises-là sous contrôle direct de l'État, et tout doit remonter. Et je pense que ces lois sont toujours en vigueur. Oui, elles sont toujours là, ces lois. Elles sont toujours là, ces lois qui tous les domaines. Je me souviens que dans les années 88-89, au niveau du Premier ministère, on avait édité des guides de procédure et de gestion sur tous les domaines de gestion de l'entreprise. Et ces guides ne différenciaient pas les entreprises publiques qui étaient dans les utilités par rapport à celles qui étaient dans le monde de la production et qui étaient soumises à une forte compétitivité au niveau international. Donc l'idée, c'était ce que j'appelle une gestion bureaucratique. Si bien que nous, managers, on disait on ne manage plus, on administre. Il fallait vérifier s'il y avait une loi qui régentait l'action que vous deviez prendre. Et nous avons vécu cette frustration en tant que dirigeants. Ajoutez à cela les blocages dont j'ai parlé, en termes de promotion des cadres, en termes qui ont fini par éclater après la Révolution. Ajoutez-y les blocages en termes de recrutement, parce que l'État était parcimonieux, contrôleur. On n'arrivait pas à recruter, à renouveler les entreprises, si bien qu'aujourd'hui, je parle souvent de la transition démographique dans les entreprises publiques. Nous assistons aujourd'hui à un départ massif, aux gens qui ont été aux commandes à partir de la fin des années 70, et même des cadres, des agents, des techniciens à l'Astec, à la distribution, je donnais un chiffre, 40% des techniciens doivent partir sur les 2 prochaines années. Comment vous allez remplacer ces techniciens quand on en discutait à table? La nouvelle loi, il y a une nouvelle loi pour recruter donc certaines catégories de personnes en chômage qui ne correspondent pas du tout à la demande de ces entreprises publiques. Donc il y a, à mon avis, des réformes sérieuses qui sont impératives pour les entreprises publiques. Sur ce advient la révolution, et en fait, la situation a empiré. Quand on regarde le nombre d'emplois, c'est vrai que ça a été une variable d'ajustement, ça a permis de résorber cette frustration sociale, mais ça pose un autre problème, c'est des déficits astronomiques qui sont intenables et qui sont non soutenables. Si bien que ce matin, dans l'atelier sur les énergies, je n'ai pas parlé de privatisation, mais j'ai parlé de libéralisation du secteur électrique, et j'ai parlé de permettre de décloisonner l'Astec, de lui permettre, en tant qu'entreprise, de vivre avec son environnement. J'ai l'habitude de dire, Wissem, que comme dans tout écosystème, les entreprises doivent s'adapter ou disparaître. Aujourd'hui, les entreprises publiques sont appelées à un sursaut, comme l'a dit Karim, en termes de gouvernance et en termes de performance. Et je pense que les vrais enjeux sont là, les enjeux pour les entreprises publiques. Comment réussir cette mission de l'État, et les revendications sociales et politiques de la Révolution vont être déclinées sur les entreprises publiques en termes de dignité. Les Tunisiens réclamaient de l'emploi pour la dignité, et ils réclamaient une certaine équité, une certaine justice sociale. Ce sont les défis qui se posent aux entreprises publiques. C'est des défis externes. Sur le plan interne, les défis qui se posent sont la transformation managériale, cette conduite du changement, cette adaptation au monde moderne, et cette flexibilité qui est revendiquée de manière à ce qu'elle soit gérée effectivement comme des entreprises et non comme des administrations. Merci Célida. Si Ben Hamida. Donc, où doit-on commencer? Parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. La situation est catastrophique, et ce n'est pas pour vous miner le moral, il y aura des solutions, on l'espère. Mais par où commence-t-on? Et qui est en charge
de faire ces transformations. Il y a des lois qui datent de 85-86 qui mettent sous tutelle les entreprises publiques, qui les transforment au statut d'administration, d'après ce que j'ai compris. Hein. C'est administratif. Que doit-on faire aujourd'hui? Et qui est en charge? C'est qui le responsable qui doit initier la transformation? Merci Wissem, merci à la PUJ. Juste une petite... ouais. C'est-à-dire président de la commission d'audit des comptes des établissements et entreprises publiques, c'est métier voulu de par la loi 89.9 relative à la tutelle des entreprises publiques, qui donne cette charge au chef du comité du contrôleur de l'État. Le comité des contrôleurs de l'État. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je reviens, je rebondis. Celui-là. Le panel de nous autres ici est intéressant parce que d'un côté, nous avons M. Bouquet c'est mon collègue du contrôle d'État français, mais qui a évolué et maintenant c'est le contrôle général économique et financier. Donc on voit déjà une ouverture pour les instances de contrôle, comment ça doit évoluer en Tunisie. Monsieur Ben Mosbah est frustré. Moi aussi, je le suis en tant que contrôleur. J'ai fait du contrôle des entreprises publiques et des ministères en tant que contrôle général des services publics, c'est-à-dire le contrôle a posteriori. Et donc, j'ai remarqué que ça n'allait pas. Et c'est là un peu la petite guéguerre qui reste toujours entre gestionnaire et contrôleur. Donc, en fin de compte, qui a raison, qui a tort? Je reviens un peu à cette fameuse loi 89.9 relative à la tutelle des entreprises publiques. Cette loi qui permet un peu cette forme de tutelle de l'État actionnaire et qui limite la dénomination d'entreprise publique à la participation de l'État à plus de 50%. Donc l'État maintenant, je rejoins M. Karim, vous ne trouverez jamais en Tunisie quelqu'un qui puisse vous répondre le portefeuille réel de l'État tunisien. D'où le comité de contrôleur d'État contrôle 210 entreprises publiques au terme de la loi 89.9. Mais qu'en est-il du reste? On n'a ni les chiffres, ni l'importance du portefeuille de l'État. On parle de 700 si on s'adresse à la trésorerie générale. Si on va à la direction générale des participations, c'est 1200. D'autres sources parlent de 1600. Et l'OCDE, qui maintenant ouvre plusieurs chantiers en Tunisie, qui concernent et la gouvernance des entreprises publiques, et le risk management, et la refonte totale du système de contrôle, avec la Banque mondiale qui s'y met elle aussi pour une refonte totale des marchés publics. Il est vrai, c'est vrai que l'entreprise publique a été toujours sous tutelle, mais une tutelle, comme vous le dites, un peu astreignante selon les textes qui étaient en vigueur. Mais n'oublions pas que c'est une entreprise sous tutelle. Donc c'est une entreprise de l'État. L'État se devait de contrôler, oui, mais un contrôle qui, avec le temps, a foisonné et trop de contrôle tue le contrôle. En Tunisie, nous avons une multitude de contrôles, d'où le gestionnaire en Tunisie, chef d'une entreprise publique, se trouve réellement emprisonné. Et d'où on voit maintenant et on se rend compte du manque d'initiative et de la peur de prise de décision au niveau de nos entreprises publiques. Donc, si Ben Hamid, si je comprends bien, Oui. vous reconnaissez que les contrôleurs ont mis le management sous tutelle pendant une certaine période et qu'aujourd'hui, il faut que ça change. Et ça, c'est la loi 89.9 qui doit évoluer.
entre autres. C'est ça. Donc, monsieur l'ambassadeur, je profite de votre présence pour que ces idées-là, au moins, en tout cas, elles trouvent un chemin derrière. Ensuite, vous dites également, et c'était le constat lors de nos discussions avant la conférence, c'est que personne aujourd'hui n'arrive à donner une vision globale de quelle est la totalité du déficit, quelles sont les problématiques, quel est le chiffre global. Ça, moi j'ai été quand même assez étonné qu'on ne puisse pas, nous deux, le retrouver et qu'on essaye de faire des estimations ensemble. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la transparence, comme le disait Kalim. Peut-être créer une entité qui va gérer en fait, cette transparence et faire l'état des lieux, et ensuite faire des priorités, n'est-ce pas? Certainement, et d'ailleurs, je suis malheureux de le dire, parce que ce diagnostic a été déjà fait avant la Révolution. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes liés à la gestion de nos entreprises publiques. Avant la Révolution, le problème était présent. Après la Révolution, donc les entreprises publiques ont pris plus d'importance. Juste un chiffre, tout a été inversé. En matière d'investissement, le secteur public, maintenant, s'il est à 68,2%. Donc, totalement inversé par rapport à avant la Révolution. Ça est d'un. De deux. Pour les entreprises publiques, à part les questions de la réglementation un peu frustrante, un peu liante, qui ne permettaient pas un peu la bonne gestion, ou bien la prise d'initiative par certains gestionnaires. Mais Sirida, je vous rappelle que, en tant que contrôleur, je m'excuse, mais c'était aussi défendu par les corps de contrôle, vu le nombre effarant parfois des détournements qui ont été révélés. Ça, c'est avant la Révolution. Et d'ailleurs, les cas de... Ça s'est arrêté depuis... On laisse un peu... Bon, maintenant j'ai changé un peu. Je peux ne pas vous répondre parce que j'ai changé depuis au contrôle d'État, donc un contrôle a priori et concomitant. Donc je ne fais plus de contrôle a posteriori, donc je ne sais pas. C'est Abdelnasser. Je voudrais vous poser une question et faire une remarque. Oui. Donc vous dites, malgré cet attirail de textes, de réglementation, il y avait beaucoup de détournements. Oui. C'est dramatique. Pourquoi c'est logique? C'est logique, c'est... Trop d'impôts tue l'impôt, trop de contrôle tue le contrôle, trop de réglementation, donc effectivement, donc c'est tunisien, on le dit toujours. Bon, l'essentiel n'est pas là, mais on s'est trouvé dans une situation, où effectivement ça n'allait pas. Bon. Tout est noir. Non, je n'aime pas, je suis trop optimiste pour ça, malgré les cas que j'ai pu déceler avant. Le problème maintenant, nos entreprises publiques souffrent d'un nouveau mal maintenant. À part l'importance qu'ils prennent en matière d'investissement, en matière d'emploi, comme M. Wissem, les chiffres que vous avez cités tout à l'heure en matière de recrutement, on passe de 140 000 à 200 000 en l'espace de 2 ans, avec des programmes de recrutement un peu non pensés et non raisonnés, c'est-à-dire on donne l'avantage, c'est vrai, parce qu'il y avait un problème des gens qui ont été au chômage depuis trop longtemps, donc on donne la priorité aux plus âgés, à l'ancienneté du diplôme, aux zones déshéritées, et où on est la compétence dans les concours. Où en est le plan de recrutement des entreprises. C'est-à-dire que vous avez besoin de 100 cas, de 100 ingénieurs, on vous donne des 100 ingénieurs âgés de 45 à 50 ans, avec des diplômes qui datent de 15 à 20 ans. Donc je ne vois pas comment les entreprises, et je rejoins M. Karim et Sirida, pour cette fameuse relève qui est attendue par les entreprises publiques. Donc ça, d'un côté. Un deuxième point,
et c'est un constat qui a été toujours fait, et on le dit maintenant après la Révolution, le système de formation et d'éducation en Tunisie souffrait réellement des produits qu'il nous donnait. Donc un maîtrisard des années 80 n'est pas le maîtrisard des années 2000 ou 2005. Ça, c'est un constat qui a été établi par tout le monde. Avec cette fameuse loi de réglementation pour les recrutements, effectivement, la masse salariale, quand elle arrive, c'est une entreprise elle arrive à 70% de son chiffre d'affaires. Donc, on ne peut plus parler ni de gouvernance, ni même de gestion, ni même de survie de cette entreprise. Donc, le problème existe réellement. Les solutions, on les a. Les solutions, on les a. Alors, lesquelles sont? Moi, je retiens deux choses. Oui. La transformation de la loi 89-9, la transformation du Code des marchés publics, qui va changer un peu la manière de laquelle ces entreprises vont investir leur argent. Je crois qu'il y a également donc, la transparence par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui, donc les déficits, les problèmes de ressources humaines, les carences techniques, en tout cas qui peuvent apparaître, hein, quand j'entends que 40% des techniciens à la STEC vont devoir être renouvelés dans les 2 années à venir, je me dis qu'est-ce que ça va être les coupures l'année prochaine, hein, par rapport à l'année précédente. C'est effarant, quoi. C'est pas uniquement la STEC, c'est la SONET, c'est la Poste, c'est toutes les entreprises. Et quelqu'un qui se charge de ça? Qui se pose au niveau de toutes les entreprises publiques. C'est Atnas a la raison, c'est pas uniquement au niveau de la STEC, le groupe chimique, la compagnie des phosphates. Il n'y a pas eu une gestion prévisionnelle des emplois et carrières qui a aidé ces entreprises à préparer la relève. Et l'un des grands problèmes que vont rencontrer les entreprises publiques, c'est cette passation de témoins et cette capitalisation de cette expertise pour laquelle l'État-nation a dépensé un argent fou pour former ces gens. Aujourd'hui, ils vont partir sans que cette relève ne soit assurée. Et j'étais partisan pour un report de la date des retraites de manière à organiser cette transition dans le temps et dans l'espace. Parce que sans ça, on risque de connaître des catastrophes, d'autant plus que les expectations des citoyens ont augmenté avec la Révolution. On demande une meilleure qualité de service, on demande, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, mais aujourd'hui, ces entreprises sont insérées dans certaines contradictions. Je pense qu'il y a des solutions, il faut qu'on y travaille, mais il faut déjà bien établir le constat. Juste une petite précision aussi, quand je lui ai dit la loi 89-9. C'est un peu vicieux, parce que la loi 89-9, si on la change, c'est-à-dire qu'il y aura plus de contrôle. Pourquoi forcément plus de contrôle? Si c'est les contrôleurs qui la font, oui. Attendez. La loi 89-9 impose un contrôleur d'État aux entreprises publiques où l'État est à plus de 50%. Quid des filiales? Quid des entreprises à participation publique? Attendez, ça veut dire quoi, quid? C'est-à-dire, est-ce que c'est contrôlé ou non? Non, justement. Donc les fuites d'argent avant se faisaient par les filiales? La plupart des dérapages qui se faisaient avant, c'était fait par le biais et des filiales et des entreprises à participation publique qui n'étaient contrôlées pas que par le conseil d'administration et de l'entreprise mère, ou bien du conseil où il n'y avait pas de contrôle, c'est-à-dire l'entreprise à participation publique. Donc, absence totale de contrôle dans la majorité, en nombre et en importance de portefeuille de l'État, où il n'y avait absolument aucun contrôle. Donc si je dis qu'il faut, et avec moi, il y a aussi les instances internationales, que ce soit Banque mondiale ou OCDE ou l'Union européenne, qui posent cette problématique, il faut que l'État, le portefeuille de l'État soit identifié, repositionné, c'est-à-dire plus de contrôle, mais repositionner le contrôle dans sa totalité, donner plus de souplesse aux gestionnaires, mais aussi le responsabiliser.
responsabiliser aussi le conseil d'administration, parce que le constat est lourd maintenant. Être administrateur, représentant l'État à un conseil d'administration, c'est juste une bonification ou bien une petite augmentation de salaire, c'est-à-dire lui permettre d'avoir les jetons de présence. Donc il n'y a pas ni de choix, pour cibler l'administrateur qui va travailler. On a exactement la même approche, qu'il soit administrateur au conseil d'administration de la STEC, de la CPG ou d'une entreprise publique, c'est-à-dire agricole, qui n'ont rien à voir. Moi, je donne juste un exemple, Sidi Hamid. Si je comprends bien, aujourd'hui, les conseils d'administration des entreprises publiques, on nomme des administrateurs dedans pour leur donner des bonifications. C'est comme une prime de carrière, c'est souvent